120 minutes, de 17h à 19h sur RTCI. 18h10, pile poil, c'est le moment de votre magazine économique Écosphère. Nous sommes en direct du studio 3 de RTCI et vous êtes en compagnie de Mandolzi de micro de ce même studio ainsi que Faisal au niveau de la console technique et Rim Trabil, c'est bien évidemment pour la réalisation digitale. Et notre invité aujourd'hui, c'est devenu un habitué, c'est un habitué déjà, bon. Et voilà, vous allez le connaître lorsque je commencerai un petit préambule, puisque en regardant une vidéo YouTube que m'est venue l'idée de cette émission. Alors en effet, on y parle d'une société américaine, pour ne pas la nommer, elle s'appelle Palantir, qui travaille avec plusieurs États, avec des gouvernements, avec leurs hôpitaux, leur police. Elle les aide à anticiper les crises, à organiser leur production, à traquer des terroristes et à même gagner des guerres. Cette société a créé de nombreux outils capables de récupérer les données sur Internet, de les croiser avec tout et n'importe quoi, puis de prédire l'avenir. En parallèle, Microsoft France avoue enfin « Non, je ne peux pas garantir la protection des données européennes du gouvernement américain. » Gros coup porté à la souveraineté numérique. Bon, s'agissant d'un sujet hautement technique et en accord avec mon invité, nous avons décidé de nous limiter à traiter de la protection des données confidentielles sans blocage de la mondialisation numérique. Mohamed Louedi, professeur de l'université, bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir aux auditeurs de RTCI. Et alors, merci d'avance de leur écoute. Écoute, vous êtes chez vous, et Mohamed Louedi, c'est quoi cette histoire de Microsoft France? Alors c'est pas plus l'histoire de Microsoft France que l'histoire de la mondialisation et des données et de la disparition des frontières supposées grâce à l'internet et qui nous a rendu semblable à un global comme dirait Khazdin Toun, c'est le village global où en fait il n'y a plus de secret. Puisque dans le village global, il n'y a plus de murs, il n'y a plus... Et donc les données... On est vraiment à poil, là. Oui, carrément. Oui. Et donc, tout d'un coup, nous avons ce problème de territorialité et d'extraterritorialité, et nous ne savons plus où les données sont réellement stockées. Sauf que là où elles sont réellement stockées, que nous ne le sachions pas, s'appliquent des lois. Et le problème de la mondialisation, c'est que nous avons des entreprises maintenant qui ont des filiales de par le monde, notamment celles que vous venez de nommer, et pas seulement elles, il y a les autres aussi. Mais parlons de Microsoft, parce que c'est elle qui a fait l'actualité ce 25 juillet 2025. Oui. Alors Microsoft a déjà eu maille à partir avec le gouvernement américain, déjà il y a un bon bout de temps. C'était en 2013. C'est une affaire qui a duré 3 ans. 3 longues années. 3 longues années, parce que ça a traîné en justice et les lois ne s'appliquent pas à quelque chose d'aussi matériel que les données, dont on ne connaît pas les propriétaires à l'avance, sauf quand on les a obtenus. Alors ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement américain à l'époque, le FBI, avait été à la recherche de trafiquants de drogue et voulait obtenir des courriers électroniques de ceux qui étaient dans ce réseau. Mm-hmm. Étant le FBI, il n'a jurisprudence que sur le territoire américain. Oui. Et il a obtenu les copies des courriers électroniques en question, parce que c'était dans le territoire américain dans lequel les lois américaines s'appliquent. Les lois le permettaient. Alors ils ont une batterie de lois aux États-Unis qui datent depuis l'indépendance, depuis leur indépendance. Des lois sur... l'une d'elles s'appelle le All-Writs Act, et la plupart des éléments de cet arsenal légal s'appellent des acts, qui veulent dire loi en français. Act, oui. Alors, celui-ci s'appelle le All-Writs Act, qui date en fait de 1789, quelques années après leur indépendance, et qui coïncide avec la Révolution française. Comme incidemment, aujourd'hui, le 11 septembre coïncide avec le fameux autre 11 septembre. Oui, d'il y a 24 ans. Et ça tombe à propos parce qu'il y a une loi concernant notre thème d'aujourd'hui qui a été votée, le Patriot Act, la loi du patriote, qui a été votée justement suite aux événements du 11 septembre. Aux attentats. Et puis il y en a d'autres qui ont suivi. Alors, le All-Writs Act
ne pouvait pas être actionné dans l'affaire dont je vous parlais tout à l'heure, De parce Microsoft. que les courriers électroniques s'en allaient dans un autre pays étranger, en Irlande, où il y avait une autre boîte électronique dont le FBI voulait obtenir une copie. Évidemment, le FBI n'a pas jurisprudence, c'est la CIA maintenant qui intervient. Sauf qu'ils ont demandé à Microsoft de leur donner les données qui étaient stockées sur les serveurs de Microsoft en Irlande, déjà. Donc pas chez eux. Pas chez eux, mais c'est Microsoft. Oui. Les Américains, la CIA, la NSA surtout, la National Security Agency, croyaient que Microsoft détenait le pouvoir, quel que soit le pays. Microsoft ayant vérifié, a trouvé qu'en fait, elle n'avait aucun droit de leur livrer les données qui étaient situées en Irlande. Et ça a traîné. Alors au début, le gouvernement a porté plainte contre Microsoft et ils les ont même accusés de contempt of justice, c'est-à-dire que pratiquement Bloquer la désobéissants. Ce à quoi, bon, ils ont donné raison au FBI évidemment, à la CIA, au gouvernement américain. Microsoft a fait appel et a gagné l'affaire. Le gouvernement contre-attaque et amène l'affaire à la Supreme Court, à la Cour de cassation, la Cour suprême. Et la Cour suprême, évidemment, ça prend du temps. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont voté une autre loi. Ils se sont dit, bon voilà, on va voter une autre loi. Et c'est là qu'est intervenue une autre loi qui, en fait, a débloqué l'affaire. Et le gouvernement a eu ses données. Et donc, ce n'est pas la première fois que... Ce qui est bizarre, c'est qu'après, il y a eu d'autres actes, j'ai la liste ici. Il y a le Stored Communication Act qui date de 1986. Il y a le CALEA Act qui date de 1994, le Patriot Act que je viens de nommer. Mais surtout, celui qui, en fait, était incriminé dans l'affaire avec laquelle vous avez commencé l'émission, c'est le Cloud Act. Cloud, oui. Alors, Cloud, ça n'a rien à voir avec le Cloud, quoique, en fait, le Cloud tombe aussi sous le coup de la loi. Alors, ce que cloud veut dire, c'est clarifying, c'est L, clarifying. Use, c'est le U. Clarifying. Lawful use. Lawful use overseas data. Donc, c'est L-O-U-D, on a le cloud. Et cette loi entraîne l'extraterritorialité des lois américaines. Et je l'ai lu, en fait, elle s'applique à tout ce qu'ils appellent gouvernement étranger, foreign government, et on va lire dans les aléas, dans les clauses de cette loi, des phrases bizarres du genre foreign government may not. Donc ils interdisent au gouvernement étranger de faire ce qu'ils pratiquent eux-mêmes, quoi. Oui. C'est ça. Et donc, sous le Cloud Act, qui date quand même de 2018, et donc c'est pas une surprise du tout, ce que nous venons d'apprendre, ce qui s'est passé le 25 juillet. C'est une confirmation, hein. En fait, moi j'étais étonné qu'il soit étonné. Parce que le Cloud disait justement ça, que lorsque nous avons une entreprise américaine, qui est établie aux États-Unis, qui a une filiale dans un autre pays, quel qu'il soit, qui a en sa possession des données, et que le gouvernement américain peut faire montre d'un crime, genre trafic de drogue, trafic d'armes, terrorisme, dans sa définition la plus large que vous connaissez. Oui. Donc, dès lors qu'ils peuvent prouver qu'ils ont ça, ils peuvent demander, ils ont le droit de demander ces données-là à Microsoft, et Microsoft a l'obligation d'obtempérer. Et donc, moi j'ai apprécié l'honnêteté du monsieur, c'était le directeur des affaires juridiques de Microsoft, de dire que je ne peux pas vous garantir, et il a raison, contrairement à ce que le directeur de Microsoft avait dit il y a quelques mois auparavant. Mais évidemment, lui c'est un commercial, il peut dire ce qu'il veut, mais celui-ci est tombé sous le sceau de la loi, et donc il était il avait juré en fait devant le Sénat, on peut pas dire n'importe quoi, on jure devant Dieu. Juré sous serment. Sous serment, ils étaient sous serment, donc ils étaient obligés de dire que non, je ne peux pas vous garantir de protéger les données européennes ou françaises dans le cas de figure. Et c'est l'application directe du Cloud de ce Cloud Act. Alors, ce qui est amusant, c'est heureusement, quand on leur a posé la question, ils ont dit, mais ça n'est pas encore arrivé.
Il se voulait rassurant, peut-être. Il se dit, ça n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire que le gouvernement américain n'a pas encore utilisé cette possibilité. Sommé Microsoft de lui donner des données. Ce qu'il peut faire avec l'autre Google, par exemple, qui tout le temps, en fait, ou Facebook, ou les autres grosses entreprises, sont tout le temps sous la loupe des gouvernements européens. Parce que le gouvernement européen, ou en France, ils ont une autre loi, la leur, qui est le règlement général sur la protection des données. Le RGPD. Le RGPD, le fameux RGPD, qui a été voté en France en 2018, je crois. En Tunisie, nous avons quelque chose d'équivalent, qu'en Tunisie, notre loi date de 2004, grâce à feu Chafri, grâce à monsieur Chafri Gadez, que à titre posthume je salue, paix à son âme, je ne peux pas parler de tout ça sans le nommer, parce que à plusieurs reprises, à plusieurs occasions, il m'avait éclairé sur des questions épineuses. Ah, c'était lui qui vous avait... Bah oui, parce que j'avais un problème à l'époque. Chaque fois que je payais quelque chose avec un chèque, on me demandait mon numéro de téléphone. Bah, vous me tendez la perche, Mohamed Louedi. Mais puisque notre collègue Mohamed Ali Cheib, qui est journaliste, s'était rendu à une grande surface. Et alors, ils lui ont posé la question, avez-vous une carte fidélité? Non, je n'en ai pas. Alors, monsieur, on peut vous octroyer une carte d'identité. Allez-y, voilà. Il y a un box là-bas. Et alors, la bonne dame gentille l'a accueilli, lui a demandé sa carte d'identité. Elle a pris sa carte d'identité, elle a scanné recto verso, et elle lui a redonné. Oui. Est-il normal de pouvoir... Ce n'est pas normal du tout. Et alors lui, en s'amusant, il m'a dit, écoutez, moi je ne savais pas que vous aviez une connexion avec le poste de police de la région. Non, mais ça se fait partout, ça. Ça, c'est ce qui se fait contre ce qui se fait pas. Ce qui se fait en Tunisie, on peut brûler un feu rouge. Mais dans la loi, c'est interdit. Mais on le fait à tous les instants, Mohamed. En fait, écoutez, même des organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux le font. Oui. Maintenant, il vaut mieux se promener avec des photocopies de la carte d'identité. Parce que il est bien heureux qu'elle ait une photocopieuse. Dans d'autres cas, on vous envoie faire une photocopie. C'est vrai. Et donc, mais dans le cas du chèque, c'est quelque chose d'un peu plus sensible. Ils vous demandent systématiquement votre numéro, qui vont écrire au verso. Oui. Et j'avais pour habitude de refuser. J'ai même refusé l'acte commercial une fois. Carrément. Oui. Je donne pas mon numéro de téléphone, Moulabès. Vous allez me téléphoner, je veux pas. Ils me disent non, c'est au cas où. Oui, mais je serai au courant avant vous. Bah oui. S'il n'y a pas de solde, s'il n'y a pas de fonds. J'aurai un préavis. De plus, la banque a mon numéro de téléphone, elle m'en avertira et nous corrigerons. Et j'ai jamais compris pourquoi. Jusqu'à tout récemment, en fait, il y en a qui continuent à le faire. Oui. Et ils prennent ça pour un droit. Mon téléphone, ils vous demandent, même pas Aïcha, quoi, s'il vous plaît. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, suis-je le seul? Et c'est là que je suis allé voir Chafri et je lui ai dit, Brabbi, est-ce que mon numéro de téléphone, c'est une donnée? Il m'a dit oui. Même ta carte d'identité. Ils ont le droit de prendre les 4 derniers chiffres uniquement. Si même, parce que moi, je croyais qu'ils avaient le droit. Je lui ai dit, vous pouvez prendre le numéro de carte d'identité. Pourrez me poursuivre en justice si vous voulez. Mais pas mon, il m'a dit même pas le numéro de carte d'identité. Et donc, chaque fois, il m'éclaire les 4 derniers chiffres pour vérification, des fois que. Alors, ce qui se passait, c'est qu'à un moment donné, au début, les numéros de téléphone dans les dos des chèques se vendaient. Et c'est comme ça qu'on se faisait sonner par des gens qu'on ne connaissait pas. Jusqu'à maintenant, il y a des entreprises de sondage qui on se demandent comment ils obtiennent le numéro de téléphone. C'est vrai. Jusqu'à hier, j'étais dans un événement et en Tunisie, je sais, j'ai toujours pas. Ça fait 25 ans que je suis en Tunisie. Il y a plein de choses que je comprends pas encore. Pourquoi est-ce que lorsqu'on va à un événement, on doit donner ses coordonnées, son nom? Alors, on m'a demandé mon prénom, mon nom. Il y avait même un système informatique pour ça. Parce qu'il y en a d'autres qui ont simplement une feuille de papier. Dans les réunions, il y a toujours cette feuille de papier. On demande le nom, le prénom, le numéro de téléphone. Non, ça c'est très ancien. Ça c'est depuis Ben Ali. Ah oui. Moi, je croyais que c'était du bénalisme. Mais en fait, non, c'est resté. Dans toutes les réunions, nom, prénom, courrier électronique, numéro de téléphone, institution. Et même signature. Tout ça. Oui. Elle dit, mais personne ne peut parce que la personne chargée de le faire ne le sait pas. Bah oui. Hier, la seule chose qu'ils m'ont pas demandé, c'est ma pointure. Je vous donne mon nom, mon prénom. Parce qu'apparemment, vous imprimez des badges. C'est ça, oui. Mais pour le reste, l'institution,
Mais c'est tout. Le reste, je ne vois pas pourquoi vous voulez avoir mon numéro de téléphone. Vous voulez m'appeler, je suis ici, je suis venu, et de mon propre gré. Et donc, le problème, et c'est Shaw Regadez, les NDPDP, l'Institution nationale de protection des données personnelles, et là, ils disent personnelles, parce que en France et en Europe, ils disent Règlement général de la protection des données. Ils disent pas personnel. Oui. Ils précisent pas. Shawki, il a ajouté, il a dit personnel. Il n'y a pas de sous-entendu ici, c'est explicite. Alors, ce qui se passe, c'est que ils ont fait des enquêtes, ils en ont fait une en 2016, 2017, 2021. Ils se sont rendus compte en 2021 que 60%, je ne sais pas le chiffre exact, je crois que je l'ai ici, 56,3% des Tunisiens n'avaient aucune notion de ce que voulait dire données personnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus de la moitié de ceux qui ont été... ouais. Alors ils ont fait un échantillonnage évidemment stratifié où il y a toutes les... Ben oui, toutes les catégories. Toutes les catégories sociales, on peut pas dire non, bon, c'est des gens qui savent, tout le monde. Et ça, c'est en 2021. J'espère qu'ils vont en faire encore d'autres. J'espère que la remplaçante de Monsieur et que je salue aussi, que je lui souhaite bon courage, parce que la tâche est lourde des deux côtés. Alors, les cartes de fidélité venaient aussi de l'en mentionner. Mm-hmm. C'est une manière d'extorquer des données dynamiques. Alors, moi, je me suis retrouvé dans une situation burlesque. Une fois, je dis, la fidélité, c'est un concept qui est en fait sacro-saint. Mais être fidèle à plusieurs chaînes ou plusieurs supermarchés, c'est comme être fidèle à plusieurs femmes. C'est comme quelqu'un qui a plusieurs femmes. Il y avait un portefeuille plein de cartes de fidélité. Oui. Et donc, il n'y en avait aucune de ces entreprises qui avait un profil complet de mes comportements transactionnels, de commerciaux. Parce que ce qu'ils ont, en fait, c'est pas seulement... il faut voir le formulaire qu'on vous donne pour remplir les informations. C'est pratiquement tout ce qu'ils peuvent savoir sur vous-même, votre conjoint, conjointe, enfant, même à venir. Toute la famille, quoi. Toute la famille, l'âge. Ce que je respecte, mais ça dépend de l'usage qu'on va faire de ces données-là. Forcément. Comme je suis un système d'information, que je suis un féru de ces choses-là, j'ai vu des merveilles en termes de gestion des données. Parce que, on était aux États-Unis, j'avais une assurance, j'ai une petite histoire toute courte, mais pertinente pour le sujet. J'avais une assurance, ça s'appelle Aetna. On peut nommer les entreprises étrangères. Oui. Aetna Insurance, chez qui je m'adressais pour assurer la voiture. Évidemment, ils m'ont demandé ces informations-là au formulaire d'inscription lorsque j'avais contracté l'assurance. Et ils m'ont demandé le nom de mon épouse, mes enfants. Et rentré en Tunisie, sitôt que Sarah, ma fille, a eu 20 ans, je reçois un courrier d'Aetna, chez qui je ne suis plus assuré depuis belle lurette. Et ils me disent, je traduis, Sarah maintenant a 20 ans, si vous pensez lui acheter une voiture, pensez à nous. 20 ans après. Malheureusement, c'est Sarah qui a ouvert l'enveloppe et me dit, ah papa, alors là, ils te disent de m'acheter une voiture. Et je m'attendais à la suivante, parce qu'Ayman étant plus jeune, quelques années plus tard, si j'en avais un soir. Alors qu'en Tunisie, ils ont adopté la carte de fidélité, mais pas dans cette optique-là. Je ne sais franchement pas ce qu'ils font des données, parce qu'ils m'ont jamais contacté. Même qu'une fois, il y a un supermarché que j'avais pas fréquenté pendant des mois, mais j'avais une carte de fidélité que je voulais utiliser une fois. Ils m'ont dit, non, monsieur, votre carte de fidélité a expiré. Et périmée. J'ai pas compris ce que ça veut dire, fidélité expirée. Tu n'es plus fidèle, on t'a... Si tu ne fais pas d'achat, alors, ce faisant, ils effacent toutes les données qu'ils avaient ramassées sur moi. Ah bon? Contrairement à Aetna, qui les garde jusqu'à maintenant. Ça fait 30 ans ou plus? 30 ans ou plus. Et donc, d'un côté, pour les entreprises, le collecte des données, pour des fins commerciales de ce genre-ci, pour faire de l'argent, parce que c'est de l'argent. Là, ils ont un client qu'ils ont transformé en 3, lui et ses enfants, et c'est pourquoi ils demandent des informations sur les enfants. Ici, nous appliquons tout cela, mais sans savoir la finalité finale. Pourquoi demander toutes ces informations? Surtout que lorsque nous entrons dans un supermarché ou une chaîne, une grande surface, qu'on soupçonne d'avoir des relations contractuelles avec un partenaire étranger, je ne sais pas trop où mes données vont finalement atterrir. Et si elles atterrissent dans un pays qui est assujetti au cloud, parce qu'il y a des accords bilatéraux entre les deux pays, et ça c'est une condition, c'est que mes données peuvent être n'importe où sur la planète. Et elles peuvent être utilisées à des fins que j'ignore.
Ils peuvent avoir des profils sur moi que même moi j'ignore. Comme cela se fait sur Facebook. Maintenant, une étude qui a montré qu'à partir de 60 clics, ils peuvent en fait tirer votre... 60 clics. 60 clics leur suffisent. L'autre jour, j'ai demandé à ChatGPT, mon ami, l'ami de tout le monde en Tunisie. Vous le sollicitez assez souvent, Mohamed. Oui, non, mais maintenant on est à toi, on est très bons amis. J'ai dit, est-ce que tu peux tirer mon profil psychologique? Carrément. Hein. Genre la typologie de Carl Jung, le MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Il s'est trompé sur les 4 lettres, il s'est trompé que sur une seule. Intuitive. Il pensait que j'étais intuitif, que j'étais factuel. Il me disait, zut, on se connaît pas depuis très longtemps, là. ça m'avait cloué. Ça vous a estomaqué. 3 sur 4 de type psychologique. Et donc, si on ramasse des données et en masse sur tout ce qu'on fait, et en fait, ce qui est incroyable, c'est que nous sommes volontaires à leur donner ces informations-là. Oui, on le fait vraiment de bon cœur. Hein. Je regardais quelqu'un remplir dans une... Il était content. Non, mais il dit, retournez le formulaire, il dit, il voudrait encore ajouter d'autres. Et l'autre, de l'autre côté du comptoir, dit, c'est pas la peine. Parce qu'il y avait des cases, et on se demande pourquoi elles étaient là, et elle était pressée. Il dit, c'est pas grave, c'est vrai, laissez. Et les gens, et c'est fou ce qu'ils donnent comme information sur eux-mêmes, sur Facebook. Sitôt qu'il y a un mariage, sitôt qu'il y a un dîner, sitôt qu'il y a une sortie. Oui, avec des vidéos, avec des vidéos. Et croyez bien qu'ils sont en train de collecter tout cela. C'est pas, il se peut que, ils sont en train de le faire. Les lois qui sont en train de voter aux États-Unis, et il y en a encore, hein, parce que maintenant, celle-là, le cloud, elle a été votée en 2018. C'est en plein mandat de monsieur Donald Trump. Qui lui ne croit le premier. Le premier, oui. Oui. Et lui, il croit pas, en fait, les États-Unis en général ne croient pas à la confidentialité des données ou ce genre de choses. Et donc, il va y avoir encore d'autres lois. Et ce qui fait mal, là, dans ce que nous avons vu, la vidéo YouTube, c'est que c'est une extraterritorialité que vous faites de fait. Et qui n'est pas réciproque. Non. Donc, une entreprise française ne peut pas activer son cloud parce qu'elle n'a pas Cloud Act pour demander à une filiale française qui se trouve aux États-Unis de lui donner des informations sur un citoyen américain. C'est même impensable. Nous sommes un peu mieux protégés parce que il faudra que nous ayons des accords bipartites avec un pays qui est, lui, un accord bipartite avec les États-Unis. Qui a signé avec les États-Unis. Et donc, c'est fait, il n'y a pas à s'étonner, les données sont là. Et les entreprises vont en faire une affaire parce que, comme l'a dit quelqu'un, les données, c'est le pétrole du 21e siècle et ça l'est de fait et plus encore maintenant que jamais. Parce que nous avons maintenant cette nouvelle chose dont tout le monde parle, l'intelligence artificielle qui est basée sur les données. Donc on voit là encore un autre usage des données que nous pouvons faire, puisque nous devons alimenter, moi j'appelle ça la grosse bête, le King Kong de l'île, la grosse bête qui est l'IA, qui est avide d'informations et de données, et que nous sommes en train d'alimenter quasiment volontairement. Et ça va continuer, donc il faudra mieux s'y habituer. Il n'y a absolument rien que nous puissions faire, nous habituer à un nouveau monde qui est le village global. Alors la question que nous nous sommes posée pour cet échange, Mohamed El-Ouedi, c'était en fait cette difficulté ou ce défi vraiment d'assurer cette protection des données, mais sans pour autant bloquer cette mondialisation numérique qui est inéluctable et là où il n'y a même plus de sujet quoi sur son existence et son application. Nous ne sommes pas encore, et quand je dis nous, je parle au niveau de la planète, pas seulement les humains, même les Américains, au fait de ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a pas eu encore, et j'attends le jour où il y aura une confrontation entre le RGPD et le Cloud Act. Parce que c'est inévitable. Il y a des moments où ils se contredisent et il n'y a pas de chevauchement. Donc il y aura peut-être un jour un cas, un incident qui fera et ça sera un débat mondial. Et là, pour le moment, nous ne l'avons pas. C'est théorique. Il y a un conflit et c'est théorique.
Il y a mais c'est clair, hein, vous regardez le RGPD et vous regardez le Cloud Act, c'est comme si c'était des lois qui étaient faites pour être l'une contre l'autre. Mais nous n'avons pas eu de cas encore où Microsoft ou Google ou Facebook ou quiconque d'autre ait à répondre au gouvernement. Le pire, c'est quand Cloud a été instauré, il a été applaudi par ceux-là même Amazon, même Bill Gates. Bill Gates était content. Mario, comment il s'appelle, le ministre des Affaires étrangères américain. Rubio, il était à l'époque, il était responsable dans le gouvernement aussi, l'avait applaudi. Ils étaient tous contents de ce cloud, tous des Américains évidemment. Mais nous n'avons pas entendu d'Européens, du moins d'une manière aussi éclatante. Et donc nous ne savons pas encore à quoi nous avons affaire. Quand il y aura un clash entre les lois, certaines extraterritoriales comme celle des États-Unis qui sont aussi arrogants de dire foreign government shall ou foreign government may not ou un jour il y aura un clash et Haram alik, halal ali, comme on dit en dialecte tunisien. Les militaires américains ne peuvent pas être jugés ailleurs qu'aux États-Unis, quoi qu'ils fassent. Ça, c'est la loi américaine. Quoi qu'ils fassent, où qu'ils soient. C'est ce genre de loi Alors, à un moment donné, il y aura la guerre des titans, des lois qui seront là, l'Europe, la Chine, je sais pas, les États-Unis font la partie. Nous verrons ce que ça donnerait, ce sera amusant. Et alors, vous parlez, Mohamed Louendi, de cette triade sécurité, vie privée, liberté d'expression. Comment assurer cet équilibre Le problème, c'est que chaque fois qu'il y a un problème de sécurité, les libertés sont restreintes. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Fahrenheit qui vous montre comment les États-Unis ont appliqué cela en 2001. Les libertés ont commencé à faire peau de chagrin parce que la sécurité nationale, la raison d'État prime. Et le seul moyen que nous avons, nous, citoyens, de nous défendre, c'est de nous défendre et de nous cacher derrière la liberté d'expression, comme l'ont fait nos prédécesseurs, ceux qui ont eu maille à partir avec En 2001, justement, il y avait Phil Zimmermann, qui est un héros parmi nous informaticiens, parce qu'il a inventé un algorithme qui s'appelle PGP, Pretty Good Privacy, qui est inviolable. Donc, vous prenez un message, vous le codez avec le PGP, il est inviolable. Ils l'ont accusé d'avoir permis aux terroristes, les perpétreurs des événements du 11 septembre, permis d'envoyer des messages codifiés, cryptés à l'aide du PGP. Et ils lui ont demandé, à l'époque, ils lui ont demandé de livrer au gouvernement l'algorithme du PGP. Ce qu'il a refusé, évidemment. Oui. Et alors, comment il allait faire de la prison? Parce qu'il avait la charge il était soupçonné d'avoir aidé les terroristes. Le seul moyen qu'il avait de s'en sortir, c'était la liberté d'expression. Et il a dit, je n'ai pas exporté, parce qu'il y avait une interdiction d'exporter des logiciels et des codes à l'époque, il dit, je ne l'ai pas exporté. Alors ce qu'il a fait, il a imprimé tout le code sur papier, quelques 700 pages. 700 pages oui. Pour un code. Le code, il l'a imprimé. Et quand c'est devenu imprimé, c'est tombé sur les lois régissant les livres, et donc l'expression écrite, oui, l'expression écrite est tombé sur le premier amendement des États-Unis, c'est comme ça qu'il en a réchappé. La même chose a été faite par Apple lorsqu'en 2015, ils ont attrapé un terroriste qu'ils ont tué, les Américains, du nom de Farouk, je crois, et qui avait un téléphone Apple. Et évidemment, le téléphone Apple, il est impossible de casser le code. Et le FBI avait besoin du code, et donc il avait sommé, avec la batterie d'actes que je viens d'énumérer, il a sommé Apple de lui donner, de lui permettre de briser le code et de voir ce qu'il y avait dans le téléphone des terroristes. Apple avait refusé parce qu'il dit, votre loi ne s'applique pas dans ce cas-là. Parce que vos lois s'appliquent sur les fournisseurs de services Internet, sur les opérateurs, et moi je suis un équipementier. Oui. Et vous n'avez aucune loi qui s'applique. Moi je suis un fabricant, moi je suis pas un prestataire. Et en plus, vous n'êtes pas le propriétaire du téléphone, même si en fait entre nous, le gouvernement s'est rendu propriétaire du téléphone après l'avoir perquisitionné. Il a refusé net. Et Apple avait commencé à avoir des ennuis.